Consultation de la classe politique par Joseph Kabila. Pour quelle finalité? Le leader du FCC est-il en train de fédérer l'opposition congolaise? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, bienvenue à tous. Nous n'oublions pas ceux-là qui ont l'habitude de suivre le magazine de la femme sur Top Congo FM, sur YouTube et sur le Facebook de Top Congo FM. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous savoir nombreux et de nous laisser chaque fois les commentaires et remarques. Pour ce week-end, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Maître Arlette Odia. Elle est cadre du PPRD. Avec elle, nous allons principalement parler des consultations qui ont été menées par Joseph Kabila, mais nous allons également toucher aux autres sujets d'actualité, notamment la situation à l'est du pays. Vous le savez, les combats se sont intensifiés ces derniers jours avec les offensives et les contre-offensives des parts et d'autres. Nous allons également parler de deux héros nationaux qui ont été, dont la mémoire a été célébrée cette semaine. Maître Arlette, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Ami, merci aussi de votre invitation. Alors, Maître Arlette, on en a parlé, tout le monde a parlé. Joseph Kabila qui consulte, qui a consulté en dehors du pays. Il l'a fait en Éthiopie, à Addis Abeba. Pourquoi l'avoir fait à l'étranger? Au Congo, ce n'était pas possible. Et est-ce qu'il a déjà complètement bouclé ou il va poursuivre ses consultations avec ceux-là qu'il n'a pas eu l'occasion de voir ici en République démocratique du Congo ou ailleurs? Premièrement, je dois dire que tout le monde sait que le président Kabila est en dehors du pays pour des études. Et d'ailleurs, il vient déjà d'obtenir son master en sciences politiques et diplomatie avec mention grande distinction. Pour ça même, j'en profite pour lui passer mes félicitations. Mais en même temps, il y a une urgence au pays. C'est quoi l'urgence? C'est que le président de la République en fonction a annoncé qu'il veut changer la Constitution. Il a même dit qu'au courant du mois de janvier, il mettra en place une commission pour ce faire. Sachant que cela ne peut pas être admis en démocratie. Monsieur Félix Tshisekedi a réussi à mettre tous les Congolais ensemble contre lui. Et nous devons justement nous mettre ensemble contre ces tentatives. Il faut peut-être nuancer une frange des Congolais, parce qu'il y a aussi de ceux-là qui le soutiennent. Oui, mais ceux-là qui le soutiennent, ils forment pratiquement une seule voix. Quand ils prennent la parole pour parler de soi-même, vous ne le voyez pas donner leur avis au changement de la Constitution. Pour la plupart, ils disent, voilà, que l'on mette d'abord la commission et on donnera notre avis, ça vous le savez. Et c'est cette circonstance qui a donné lieu à l'urgence, qui fait que le président Kabila, en dépit de son agenda chargé, il doit agir. Il doit agir pour éviter les déluges au pays. C'est ainsi qu'il a reçu des gens à Addis Abeba pour un séjour de 9 jours, où il a reçu plusieurs acteurs politiques, il a reçu même des chefs d'État étrangers. Il fera ses conclusions, il les rendra publiques dans les prochains jours. Et vous dites qu'il l'a fait à l'étranger puisqu'il séjourne à l'étranger pour raison d'études. Mais pourquoi il n'a pas opté de le faire au pays ou de déléguer peut-être ses autres collaborateurs pour le faire sur place ici au pays? Mais sur place, ça avait déjà été plusieurs fois fait. Vous avez vu, non, la sortie des forces politiques. Dont on n'entend plus parler aussi. Parce qu'on a un objectif précis. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. On ne fait pas la politique en adoptant les schémas qui est prescrit par les autres.
Nous avons un agenda, nous avons des objectifs à atteindre. Mais parce que lors de cette sortie, les forces avaient annoncé des manifestations que l'on ne voit pas. C'est toujours ces forces-là qui vont programmer le timing. On a déjà annoncé officiellement que l'on va procéder à des manifestations. Les publics arrivent toujours après ce qui est privé. Mais on va le faire quand il est chaud. Mais oui, il est encore chaud. C'est ainsi que vous avez vu le président Kabila justement recevoir les gens, n'est-ce pas? Et on continue le travail. J'étais en train de vous dire que, au-delà du fait qu'il y a la raison d'étude qui fait que le président Joseph Kabila séjourne en dehors du pays et travaille là, il y a aussi que, à un moment, vous avez suivi comment les membres de l'UDPS et d'ailleurs le président de la République, il disait que Kabila le bloquait. Puisque Kabila ne les bloquait pas et puisque Kabila ne veut pas les bloquer, ne veut pas leur faire ombrage, il est indiqué le fait qu'ils sont en train de travailler en dehors du pays. Mais finalement, ils veulent quoi? Quand il est là, il les bloque. Quand il n'est pas là, pourquoi il n'est pas là? Bon, dans tous les cas, on a déjà compris que c'est tout ça qui constitue les mythes autour du président Joseph Kabila, notre leader, qui aujourd'hui est le leader pratiquement de tous les Congolais qui s'identifient en lui. Est-ce une manière pour lui de revenir sur la scène politique pour refaire parler de lui? Parce qu'on sait que après l'accession au pouvoir du président Tshisekedi, puis après le divorce FCC-CH, Joseph Kabila n'était plus très visible, on ne le voyait plus beaucoup. C'est avec ces consultations qu'on l'a revu, qu'on a vu qu'il avait le souci, comme vous le dites, de voir le Congo ne pas sombrer. Est-ce que c'est une manière pour lui de revenir sur la scène politique? Est-ce que c'est déjà des signaux pour dire qu'il revient, qu'il est là? On peut peut-être le revoir pour les prochaines élections. Revenir sur la scène politique, oui. Après avoir passé 18 ans au sommet d'État, souvenez-vous qu'il prend les fonctions de président de la République à 29 ans, comme a dit un musicien célèbre dans notre pays, donc après les 18 ans de service au sommet de l'État, il était normal pour lui de prendre un petit temps de repos. Mais il ne l'avait pas totalement pris parce que sa famille politique continue à fonctionner, son parti politique fonctionne. Il pouvait encore se reposer un peu plus que ça. Ça lui aurait fait du bien. Peut-être du point de vue de sa santé physique, mentale, être président de la République démocratique du Congo, surtout à cet âge-là, avec son souci de toujours mieux faire pour le pays, je pense qu'on en prend beaucoup sur la santé. Mais maintenant, il y a une urgence. L'urgence, c'est de barrer la route à la dictature. L'urgence, c'est de barrer la route au pouvoir totalitaire et arbitraire. À partir de ce moment, il doit s'élever. Il devait s'élever et il l'a fait. Une fois sur votre plateau ou dans votre studio, je vous ai dit qu'il arriverait un jour où les gens s'y retrouveront et se mettront ensemble. Il n'y aura plus deux camps. Il n'y aura qu'un seul camp et ce camp s'est constitué. Les camps de ceux qui disent non à la dictature. On estime que le pays avait déjà beaucoup avancé dans le chemin vers dans son parcours d'un État démocratique. Il n'est pas normal que l'on reste silencieux face à la dérive dictatoriale qui s'est installée. Vous avez encore l'impression que dans ces pays, il y a des autorités qui respectent les lois de la République? Non. Mais est-ce qu'on doit laisser les choses se passer de la sorte? Non plus, c'est une responsabilité qui est la nôtre. Je me souviens du dernier discours du président Joseph Kabila. Il disait qu'il estimait avoir fait sa part pour l'heure. Et il y a une autre ère qui s'annonce actuellement. Il doit encore refaire sa part. Il a continué, il a commencé, il va continuer. Il a commencé, il va continuer.
18 ans passés à la tête du pays. Avec ce retour, est-ce qu'il y a des innovations, des nouvelles choses qu'il veut apporter, un nouveau souffle, après peut-être ses études qui lui ont ajouté une nouvelle manière de voir les choses? Est-ce qu'on peut attendre un Joseph Kabila différent de celui qui a dirigé la RDC 18 ans durant, avec tout ce qu'il y a eu comme critique, comme dénonciation? Bien sûr que le président Joseph Kabila a beaucoup appris. Il a beaucoup appris de la classe politique. On sait maintenant qui est qui, à qui on peut confier des responsabilités, à qui n'est pas confier des responsabilités. Il y a des gens qui ont un nom qui fait parler d'eux, mais au fond, il n'y a rien. C'est vide. C'est des personnes cupides en lesquelles les peuples ne peuvent pas placer une confiance. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont très bien identifiés. Vous pensez que si on a une responsabilité à eux, qu'est-ce qu'on va encore donner? Rien, absolument rien. On va utiliser les personnes qui peuvent utilement servir le pays. On a célébré, n'est-ce pas, vous l'avez dit, 2 héros nationaux au courant de la semaine. Il y a un combat qui doit se poursuivre. Pourquoi d'autres pays doivent se développer, même ici en Afrique, et pas le nôtre? On se déplace difficilement, on mange difficilement, on va à l'école ou à l'hôpital difficilement. Et pour cela, la solution, c'est Joseph Kabila, il doit revenir. C'est un leader politique. Un leader politique ne peut se faire remplacer que par un autre qui vient le détrôner, qui mène aussi un combat pour le détrôner. On ne dit jamais à un leader politique d'abandonner le combat. Ça, non. Ce serait trop facile. Mais est-ce que on peut imaginer un scénario où Joseph Kabila est candidat en 2028? Ça, il le dira. Le moment n'est pas encore indiqué. Je vous ai plusieurs fois dit, en politique, à chaque débat, sa tribune. Aujourd'hui, la tribune, c'est dire non à la dictature. Évoquer les changements de la Constitution, c'est une dictature. Dans les conditions où la Constitution qui est en vigueur ne prévoit pas le mécanisme de son changement. Que le président de la République vienne déjà vous dire qu'il mettra en place une commission. Et vous voyez des professeurs d'université, vous voyez des leaders qu'on pourrait dire grands, entre guillemets, dire voilà, nous attendons que cette commission soit mise en place. On est encore entre changement et révision. On n'a pas encore opté officiellement pour soit révision ou changement. C'est encore le débat autour du changement ou de la révision. Le président de la République et le chef de son parti politique ont dit qu'il n'est pas question de révision constitutionnelle, il est question de changement. Et c'est même pour cette raison qu'il mettrait une commission en place pour étudier le mécanisme du changement. Parlant aussi de Mais il y aura le référendum dans ce cas. Madame, je vous dis que la Constitution en vigueur ne prévoit pas ce mécanisme-là. Le dire, c'est commettre l'infraction de haute trahison. Et ça, c'est inacceptable. Alors, on ne peut pas accepter, je l'ai dit, on ne peut pas l'accepter. Mais non. Mais la révision, vous pouvez quand même accepter la révision. La révision, elle est dans notre Constitution. Autant qu'elle est prévue, autant que ces conditions sont également prévues. Vous avez aussi, à l'époque, révisé la Constitution. Mais justement parce que les conditions étaient réunies. Est-ce qu'aujourd'hui, bien que la Constitution prévoit la révision ou la possibilité de révision constitutionnelle à ses articles 118 à 120, est-ce que les conditions de la révision constitutionnelle sont réunies? Lisez la Constitution ou alors lisons la Constitution. Mais il y a déjà un gros blocage, c'est l'état de siège. Quand il y a état de siège, on ne peut pas. Mais vous l'avez dit. Et j'ai suivi le président de la République. Mais pourquoi les gens s'agitent? Parce que tous, on sait que il y a état de siège, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Et je crois que lui-même, le président, avait dit qu'il n'y avait pas urgence et que la commission allait être mise en place pour travailler. Pourquoi autant d'agitation? L'agitation, je ne sais pas dans quel camp vous trouvez l'agitation, mais nous avons tout simplement dit que les conditions de la révision constitutionnelle ne sont pas réunies. On avait expliqué en son temps. Les conditions de changement de la Constitution
en démocratie et dans les conditions où il n'y a pas eu révolution civile ou militaire, c'est de la dictature. Et nous sommes là pour dire non, nous travaillons en fonction de cela et nous n'allons pas laisser cette dictature passer. J'ai suivi une fois, 2 fois ou plusieurs fois sur votre radio des gens dire que ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est dans toute autre matière, sauf en matière administrative et en matière de gouvernance. Dans ces matières-là, ce qui n'est pas autorisé est interdit. Pourquoi? En vertu du principe que la compétence, elle est d'attribution. Lorsqu'il n'y a pas un texte qui vous reconnaît une certaine compétence, vous ne pouvez pas vous arroger ce pouvoir. Alors, d'où vient qu'ils doivent envisager des changements de la Constitution? D'où vient qu'ils doivent mettre en place une commission pour réfléchir? Si on invitait le FCC à faire partie de cette commission pour apporter vos idées, vous n'allez pas partir? Mais elle va reposer sur quel texte? Ça va se baser sur quelle rationalité? C'est là le débat. Imaginez qu'en 2016 ou en 2015, vers la fin du mandat de Joseph Kabila, qu'il vienne dire qu'on va changer la Constitution. Si lui ne pouvait pas le faire et qu'il ne l'a pas fait, pourquoi vous devez admettre que Félix Tshisekedi doit le faire et que nous devons l'accepter? C'est incohérent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir dans la Constitution? Il n'y a pas des choses à retoucher dans la Constitution? Mais il faut les revoir dans les formes prévues par la même Constitution. On ne va pas vouloir modifier la Constitution en la violant. Sinon, ça aura quel sens? Pour vous, seule la révision peut être admise, mais pas le changement qui est une violation de la même Constitution. On ne change pas des constitutions en démocratie, madame, je vous l'ai dit. Quiconque veut changer la Constitution en démocratie, il fait le coup d'État. Il fait la révolution populaire. Et même dans le pays où il y a eu des révolutions populaires et des coups d'État, les nouvelles constitutions, en fait, elles sont pratiquement celles recopiées sur les anciennes. Mais justement, c'est ce qui se fait. Et alors, pourquoi le faire? C'est parce que déjà, on dit qu'il y a cette constitution où il y a certaines dispositions qui sont venues des anciennes constitutions du Zaïre, qui sont reprises. Mais pourquoi la changer? S'il y en a. C'est la question qu'a posée la présidente tanzanienne dans sa récente sortie médiatique. Vous dites qu'il faut changer la Constitution, il faut changer la Constitution. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on change dans la Constitution? J'ai suivi le professeur Kalouba répondre en disant que l'article 220 n'est pas verrouillé. C'est pas vrai. Je l'ai dit que c'est faux, archi faux. Pourquoi? Parce que l'article 220 énumère les matières qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas réviser. Ces matières sont limitativement énumérées. Si je ne me trompe pas, puis je ne me trompe pas, le mandat, voilà, la durée. c'est 8 matières. Alors, le prof Kalouba veut vous faire croire qu'on peut ajouter. Or, en ajoutant, vous allez sensiblement modifier l'une des 8 matières déjà verrouillées. Alors là, vous serez en train de violer l'article 220. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? Alors, c'est autour de tous ces sujets que Joseph Kabila a échangé avec ses différentes personnalités. Oui, mais quand on parle de la dictature, on voit la question du changement de la Constitution évoquée par le président de la République en fonction. Ils ont aussi parlé de la défense, de la gestion de la sécurité. Madame, le président Kabila et tous ceux qu'il a reçus, ils ont tablé sur comment veiller à la démocratie dans notre pays. Donc, tout ce qui ne cadre pas avec la démocratie, tout ce qui cadre avec la dictature, comment faire pour barrer la route à la dictature. C'était ça l'essentiel de ces échanges avec ces hôtes. Et je vous l'ai dit, ces hôtes, c'était
plusieurs responsables des partis notamment politiques. Moïse Katumbi, avec qui vous étiez en froid dernièrement, et au nom de la République démocratique du Congo, les violences se sont accordées. Mais je vous ai dit que Félix Tshisekedi a réussi à mettre tout le monde ensemble parce que nous devons lutter contre Mais pourquoi pas le Martin pouvoir totalitaire. Fayulu? Mais la liste, elle est non exhaustive. Les consultations continuent. Tout le travail n'a pas encore été fait. Prenez votre mal en patience. Moi, je pense que le parti de Martin Fayulu s'est exprimé en vous disant que leur leader est prêt à échanger pour l'intérêt du pays. Donc, si le président Joseph Kabila n'a pas fermé la porte à d'autres, je ne vois pas pourquoi il fermerait la porte à Martin Fayulu, déjà que son propre parti a dit qu'ils étaient prêts à échanger pour l'intérêt de la nation. Là n'est même pas le débat. On a fait table rase et il fallait le faire. Nous sommes ensemble pour barrer la route au pouvoir totalitaire et arbitraire. Est-ce que Joseph Kabila, qui est appelé le père de l'alternance, regrette quelque part la manière dont l'alternance est en train d'être menée? Son épouse, maman Marie-Olive Lembela, aussi dit, il y a 24 heures, lors de la célébration de Musée, la démocratie, nous devons tout faire pour que la démocratie subsiste, parce qu'on a l'impression qu'elle est morte. Il a de regrets, le regret de voir le pays reculer alors qu'il pensait qu'en ce moment-là, il allait se développer. Félix Tshisekedi vient d'où? Il vient de l'UDPS, ce parti qui a fait autant de bruit dans l'opposition, disant qu'il dirigerait mieux, disant qu'il respecterait les droits des citoyens, qu'il respecterait l'État, qu'il respecterait la Constitution. On l'a vu avec des militants dire qu'on ne peut pas changer la Constitution, dire qu'on ne devrait pas modifier la Constitution ou la réviser. Mais qu'est-ce qui explique qu'une fois au pouvoir, qu'ils viennent vous dire totalement le contraire? Vous pensez que le président Kabila ne peut pas se sentir touché, trahi par cet état de choses? C'est justement ce sentiment-là qui le pousse d'interrompre son temps de repos pour se mettre à servir encore le pays. Il regrette? Mais il regrette. Et il ne pouvait que regretter. Le pays a reculé de plusieurs parts, surtout en matière de démocratie, en matière du respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Je vous relate un fait précis. J'ai connu des gens, membres de l'UDPS, dans l'opposition, ou membres de plusieurs autres partis de l'opposition, disant que, voilà, il y a un qui vous dit que Nakota prison 15 fois, Nakota Kacho 10 fois. Ça, c'est la vie d'un acteur politique. Face à un débat, il peut déplacer le langage, il peut il peut mettre en avant ses émotions et arriver à déranger la loi, les parquets, la police. Quand ils disent à Kota prison, pourquoi? Mais c'est pas d'abord ça la question. Comment il peut arriver à Kota prison 10 fois ou 15 fois? C'est parce que non, mais justement, ceux qui bakangi mutu na makambo politique, on ne le fait pas pourrir en prison. Ceux qui police, comment on dit, les parquets, arrêtent un citoyen parce que il était tellement fâché, il a dit X ou Y chose. C'est Bokangi. Mais 2 ou 3 jours après l'avoir rappelé que place où tu avais mal agi, tu avais mal fait, mais vous le libérez, il continue son combat politique. Ça ne se fait plus aujourd'hui. À un autre débat, il peut encore se retrouver aux arrêts. Qu'est-ce qu'il disait en famille? Non, bovana nabino ki meza makamba politique. Dans 2-3 jours, et puis abimi. Échanger. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, militants nyonso ya opposition, bakangi.
bazotindika bango na parquet, ba ke na tribunal, ba condamné bango ba une année, ba condamné bango ba 6 mois, ba 9 mois. Même prison, ceux qu'on arrête, condamné bango à 3 ans de prison, manifestation, on ne relâche personne. Vous avez fait des enquêtes? Vous avez vu des gens être relâchés, à part Deli Sesanga, que j'ai vu être relaxé aussitôt. Tous les autres, ils sont dans les prisons. Les gros poissons, on les relaxe vite. Pas les gros poissons, seulement messieurs Deli Sesanga, c'est lui que moi j'ai vu. Tous les autres, ils sont en prison. Mais il y en a d'autres qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais ceux qui... Non, ne parlons même pas de la grâce présidentielle. Moi, je n'en ai pas vu. On avait annoncé sur les réseaux sociaux et après, on dit non, c'est pas eux, ils sont pas concernés, ils sont tous encore en prison. Monsieur Kabounde est en prison, Seth Kikouni est en prison, Moukebaye est en prison. Ils sont tous en prison, c'est faux. Ce qu'on vous dit là, c'est faux. Alors, mon souci, c'est lequel? De vous faire comprendre que il y a un problème dans le traitement des acteurs politiques. De ceux qui deviennent des prisonniers politiques. Vous, on vous arrêtez combien de fois déjà? Figurez-vous, madame. Attendez, je vous réponds. Figurez-vous que tous ceux qui ont eu la chance d'être relaxés, après avoir été arrêtés par l'ANER, par la police, ainsi de suite, pour des questions politiques, tous ceux qui ont réussi à être relaxés, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Soit ils abandonnent le combat, soit ils changent des camps politiques. Les cas les plus récents, c'est celle qui était ministre d'État. Ministre d'État. Qui voit son mari être arrêté, je ne sais pas pour quelle raison, il va à l'ANER et après 6 mois, je pense, libéré à l'ANER, sans être envoyé au tribunal, contrairement à d'autres. Et il dit non, voilà, à partir de maintenant, je soutiens la politique du président de la République, mais tout en étant de l'opposition républicaine. Déjà, c'est illogique. La loi portant statut de l'opposition politique est claire par rapport au fait, soit on soutient la politique. Non, moi je dis pas. Vous parlez de Madame Koulou. Je ne dis pas. Non, mais on ne peut pas être dans l'opposition et être membre du gouvernement. C'est la loi portant statut de l'opposition qui le dit, c'est pas moi. Mais elle n'est pas dans le gouvernement, Madame Koulou. Je suis d'accord, mais on ne peut pas non plus être dans l'opposition et dire soutenir la politique du gouvernement et la politique du chef de l'État. Lisez la loi portant statut de l'opposition. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que quand les gens sont arrêtés pour des questions d'ordre politique, ce n'est pas pour amener la paix, pour amener la tranquillité, pour les aider à avoir peut-être un discours beaucoup plus tendre. Vous voulez dire que les arrestations politiques n'ont pas de fin pédagogique. Voilà, de nos jours, ça n'a plus de fin pédagogique. Contrairement à ce qui s'est passé. À l'époque de Kabila, tout était bien. À l'époque de Kabila. Ne parlez pas de tout. Parce qu'il y a toujours des bavures. Je suis en train d'évoquer le principe. Même à l'époque du maréchal Mobutu, il y a des gens qui étaient arrêtés. Quand je parle de celui qui dit Bakanga 15 fois, c'était y compris période à maréchal Mobutu. Mais même à cette époque. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été le cas pour moi. Peut-être parce que vous êtes avocate de formation, de profession, et vous connaissez peut-être mieux la loi que ceux-là qui parlent sans tenir compte de ce qu'on peut ou ne pas dire. Au-delà de ce fait, il y a aussi la grâce des dieux, parce que chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Mais non, c'est tout ça contre quoi nous militons. On ne peut pas rester silencieux. Mais maintenant, ceux-là qui sont envoyés en prison parce qu'il y a quand même eu des fautes qui ont été commises, bien qu'acteurs politiques, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais c'est pour quelles raisons qu'ils sont en prison? Si c'est pour avoir participé à une réunion politique, avoir participé à une marche, avoir dit non au changement de la Constitution, pourquoi on doit les maintenir longtemps en prison? C'est ça ma question. Quand il y a la loi portant statut de l'opposition, qui à son article 15 protège les acteurs politiques membres de l'opposition? Vous trouvez que sous l'ère Félix Tshisekedi, les libertés de l'opposition sont sensiblement restreintes? Mais c'est une évidence.
Les cas sont légion. Et c'est ce qui justifie peut-être le fait qu'on a préféré consulter à l'extérieur qu'ici? Ça n'a aucun rapport. Les consultations à l'extérieur, c'est pour des raisons que j'ai évoquées au début de l'émission. Mais parmi les motivations, c'est que les Congolais ne sont plus libres d'exprimer leurs pensées. C'est vrai qu'il y en a qui ont un peu plus de chance quand ils disent ce qu'ils pensent. Après, peut-être, ils se cachent, ils reviennent, ils négocient, ainsi de suite. Mais dans le principe, les gens ne peuvent vraiment pas s'exprimer, madame. C'est triste de voir quelqu'un qui n'a mené qu'un combat politique être cloué pendant 1 an en prison. 1 an. Aujourd'hui, avoir le tableau que vous peignez de la situation politique en République démocratique du Congo, quelle est la finalité de ces consultations que Joseph Kabila a menées et qui pourra peut-être poursuivre soit lui-même ou au travers de ses autres collaborateurs? La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de faire partir le dictateur. La finalité, c'est de barrer la route à la dictature, au pouvoir totalitaire, le pouvoir arbitraire. Il n'y a plus de principes au pays. Déjà, quand le président de la République vous dit que nous avons une mauvaise constitution, or la constitution, c'est la loi fondamentale. Si on a dire qu'on a une mauvaise constitution, c'est autrement dire qu'on a des mauvaises lois. Maintenant, on vit dans un pays où la constitution est mauvaise, les lois sont mauvaises. Alors, c'est lui qui viole la loi. A-t-il tort de la violer, oui ou non? Je me souviens de l'une des phrases d'Étienne Tshisekedi où il disait « Une mauvaise loi ne mérite pas d'être respectée ». C'est consigné dans un ouvrage, les 100 pensées, les 100 pensées d'Étienne Tshisekedi. Quelque part, il a dit « Une mauvaise loi ne mérite pas d'être respectée ». Et Félix Tshisekedi, son fils, président de la République en fonction, il vient vous dire que notre constitution est mauvaise. Ce qui entraîne le fait que toutes les lois sont mauvaises. C'est autrement dire aux citoyens qu'il ne faut pas respecter la constitution, qu'il ne faut pas respecter les lois du pays. Maintenant, vous nous mettez dans quelles conditions? Comment les gens vont vivre? Mais pourquoi la classe politique congolaise ne se mettrait pas autour d'une même table, échanger, parler? Parce qu'en son temps, Délice Essanga, je crois que cette question, je l'ai posée à l'une des invitées il y a quelques mois. Délice Essanga, députée nationale, avait introduit des propositions par rapport à la révision de la Constitution. Il y en a quelques-uns d'autres qui demandaient que l'on puisse, par exemple, revenir à 2 tours pour l'élection présidentielle. Quelque part, vous êtes tous d'accord qu'il y a quelques dispositions qu'il faudra retoucher. Ce qui dérange, c'est peut-être le vocable changement de la Constitution. Mais pourquoi ne pas tous vous mettre autour d'une même table, échanger, parler et finalement dégager un consensus? Vous savez, on a connu cela dans ce pays. Je ne vais pas parler de l'époque où le président Kassavobo dirigeait le pays. Il y a certains éléments ou informations qui peuvent m'échapper. Je parle plutôt de la conférence nationale souveraine, par exemple. C'est un cadre qui avait réuni les citoyens de divers domaines. Mais dont les conclusions n'ont malheureusement pas été toutes appliquées. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je vois tout simplement le cadre pendant que le maréchal Mobutu dirigeait le pays. Et quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, plusieurs fois, les Congolais se sont réunis, la classe politique, avec les leaders ou les acteurs de la société civile, ainsi de suite. C'est parce que, avant même que les gens ne se réunissent, il y avait un cadre légal. Il y avait des principes qui étaient mis sur pied et que les uns et les autres étaient appelés à respecter jusqu'à se retrouver autour d'une table. Mais par rapport à cela, comparé aux consultations de Félix Tshisekedi en 2021. Il n'y avait pas de cadre légal, il n'y avait pas des principes établis dès le départ. D'ailleurs, on suivait à la radio par-ci, par-là, voilà, les gens de l'UDPS, les leaders de l'UDPS, les dirigeants, en train de se moquer des autres.
dans ces conditions-là, est-ce que la rencontre autour d'une table est favorable? Mais pourquoi vous inspirez toujours de ce qui n'a peut-être pas marché? Qui dit qu'ils ne vont peut-être pas corriger cette fois? Mais l'expérience, pour les élections de 2023, c'était le cas. J'étais plusieurs fois sur votre plateau pour dire que on demandait, nous, le FCC, on demandait à cette époque que les gens se retrouvent autour d'une table pour la bonne organisation des élections. Souvenez-vous de la réponse de l'UDPS et déjà de l'Union sacrée. Ils étaient là en train de se moquer des gens. Voilà, ils sont essoufflés. Voilà, ils ne savent plus quoi faire. Non, ce n'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Mais s'il y a 2 à 3 reprises, ils se sont comportés de la même manière. Ils sont là à penser que parce qu'ils sont aux affaires, ils ont la présidence de la République, la primature, les cours des tribunaux, tous les pouvoirs entre leurs mains, c'est que les autres, ils représentent plus rien. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler pour le pays, il faut se moquer des gens, il faut lancer des pics, ça fait avancer le pays. Mais moi, je pense quand même des manifestations étaient organisées par-ci, par-là, de l'opposition, depuis que l'on a lancé cette idée sur révision ou changement de la Constitution. On a vu l'opposition sensibilisée sans être inquiétée. Oui, mais il faut toujours analyser, approfondir l'analyse. Et vous trouverez les conclusions. Pourquoi ici, ils n'ont pas été inquiétés? Pourquoi ils ont été inquiétés? En fait, depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, quand je parle de nous, c'est le FCC et d'autres forces politiques de l'opposition. Il y a une dose de l'expérience. Le FCC de Joseph Kabila, c'est une structure politique qui a dirigé le pays. Donc, il y a de l'expérience. Le secrétaire permanent du PPAD, le professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadari, a été ministre de l'Intérieur. Vous voyez? Donc, il a des éléments qu'il sait donner à d'autres membres de l'opposition. Voilà, pour ne pas tomber. Voilà, pour que l'on ne tombe pas dans tel autre piège. Voilà comment on doit se comporter. Pourquoi cette expérience? Parce que il respecte l'État, il respecte les lois de la République, même si ceux qui dirigent considèrent que ce sont des mauvaises lois. Ça fait que les choses se présentent différemment. Et nous allons avancer comme ça. Nous sommes déjà ensemble, considérez-nous ensemble. Être ensemble, ce n'est pas dire constituer un même parti politique. Être ensemble ne veut pas dire vous avez se retrouver chaque jour. Voilà, se retrouver chaque jour, manger et boire comme les membres de l'Union sacrée les font. Non, on se retrouve quand c'est important, quand on a un agenda bien déterminé et on a les objectifs précis. Laissez-moi vous dire que 2024, pour nous, qui ne sommes pas au pouvoir, ne sera pas... 2025. 2024 ne va pas se reproduire en 2025. 2025 sera totalement différent. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2024 Mais que vous ne voulez pas revoir en 2024, il y a des gens qui ont dirigé le pays en pensant que ceux qui ne sont pas aux affaires, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils représentent rien. Non, c'est pas une vengeance. C'est que nous sommes maintenant debout. Vous voyez? Il faut d'abord une révolution dans la tête. Parce qu'à un moment, vous laissez votre adversaire l'étang de se remettre en question. De se dire, voilà, ce que je fais ici n'est pas bon. Est-ce qu'on doit continuer à être dans une posture d'adversaire ou on doit être des partenaires qui évoluent pour finalement développer le pays? Mais logiquement, on devrait être des partenaires. Mais comment vous allez vous sentir fier d'être un partenaire de celui qui se moque de vous, de celui qui vous jette, qui fait des invectives, qui ment sur vous? Vous voyez? Et c'est ça qui crée un climat malsain. Mais la politique, c'est une affaire d'homme honnête, d'abord. C'est une affaire Mais d'homme c'est pas correct. dans cet environnement que la politique congolaise a toujours évolué depuis toutes ces années. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peu importe, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais ça doit changer. Donc, il ne faut pas incriminer ceux-là qui le font aujourd'hui parce qu'apparemment, ils n'ont fait que copier et perpétuer une mauvaise habitude qui a toujours existé. Ils ont mal copié. Ils ont mal copié. Et qu'ils aient bien ou mal copié, ça doit changer. Alors, c'est pour ça que le président c'est ce que vous voulez Kabila, faire. Mais justement. Et vous voulez corriger, par exemple, les erreurs que vous avez eu à commettre quand vous étiez aux affaires.
Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas aux affaires. Vous voulez corriger ces erreurs-là? Nous sommes d'abord en train de corriger les erreurs de l'ancienne opposition parce que nous sommes actuellement dans l'opposition. On fait des choses différemment. Vous allez y aller étape par étape. L'opposition d'hier... Vous corrigez les erreurs de l'opposition. L'opposition d'hier vous disait par exemple que le président Kabila était rwandais alors que tout le monde sait qu'il est le fils de son père et de sa mère. Tout le monde connaît son père et sa mère. Mais ils sont venus vous dire qu'il était rwandais. Quand Félix Tshisekedi vous dit que ses grands-parents sont angolais, vous ne nous avez jamais entendu venir vous dire ici que Tshisekedi est angolais. C'est déjà ça la différence. Nous sommes dans l'opposition. On commence d'abord par arranger. Mais justement, pour que, quand ils vont rentrer dans l'opposition, vous ayez laissé la barre très haut. On va laisser la barre vraiment à un très haut niveau, comme vous le dites, comme vous l'avez compris dans mon propos. On commence à changer des choses là où nous sommes. Donc, logiquement, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir devrait commencer à changer les choses dans la majorité où ils se trouvent. Mais ils ne le font pas. On reconnaît et on assume que c'est notre responsabilité. En tout cas, on nous fait signe qu'on doit corrige les choses dans l'opposition, on va corriger les choses dans la majorité, dans un futur proche. Et si jamais vous revenez au pouvoir, vous allez corriger les choses au pouvoir. Absolument, absolument. Madame. Alors, on nous fait signe qu'on doit chuter. On n'a pas eu le temps de parler de la sécurité, mais rapidement, on va ramasser. On voit sur les réseaux sociaux, Joseph Kabila a invité à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Fake news ou information vraie? L'invitation, elle est là. L'invitation, elle est là, mais seulement on saura le 20 si il va répondre ou ne pas répondre. Il y va en quelle qualité? Ancien chef d'État? Absolument. Et pourquoi l'actuel n'est pas invité? Ça, c'est ce que je ne sais pas. Sujet à polémique, pourquoi Attendons on l'invite les 20, lui? c'est dans combien de jours? C'est dans 2 jours. Sujet à polémique, pourquoi c'est lui qu'on invite? Est-ce qu'il y a des vérités cachées derrière cette invitation? Est-ce qu'il y a un complot derrière cette invitation? Je ne sais pas, mais je peux quand même spéculer. Je spécule dans le sens que beaucoup qui connaissent le président Kabila savent que c'est quelqu'un qui respecte sa parole et ses engagements. Et ceux qui fréquentent le président Tshisekedi disent que c'est tout à fait l'inverse. Peut-être par rapport à cela. Mais ce que je sais, c'est que l'invitation du président Joseph Kabila lui est parvenue, mais on saura le 20 s'il pourra y répondre ou se concentrer sur les affaires de son pays, qui est la RDC. En 1 minute, quelle lecture vous faites aujourd'hui de la situation au front? Beaucoup de recul. Vous savez, quand le président de la République, en fonction, a pris le pouvoir, il n'y avait que Bunagana occupé. Mais après, combien de territoires sont tombés? Et il y a des territoires récupérés aussi. Non. Je parle d'abord de ceux qui sont tombés après que le président de la République ait annoncé qu'à la moindre escarmouche, il va réagir énergiquement. Plusieurs territoires sont tombés. On a vu les rebelles faire des meetings dans des centres, dans des grands centres des territoires. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut dire qu'il y a des avancées pour les comptes de la RDC? Et j'entends les gens dire, voilà, quand on récupère les territoires, pourquoi vous ne reconnaissez pas, pourquoi vous ne le dites pas? Mais est-ce que c'est notre rôle? C'est notre rôle de venir acclamer le gouvernement quand il y a des Congolais qui souffrent? Ou acclamer les prouesses de l'armée? Non. Ici, nous sommes politiques. Donc, cette armée-là, ce n'est pas seulement l'armée de ceux qui dirigent, c'est l'armée de tous, y compris de nous qui ne sommes pas au pouvoir. Cette armée reçoit aussi des injonctions des politiques qui, eux, dirigent le pays. Quand ils ont mal donné des injonctions, on ne peut pas tout simplement condamner l'armée. Cette armée, c'est celle-là qui a défait le M23 en 2024. Ça veut dire que nous avons une armée capable des enjeux. Mais est-ce que ceux qui dirigent le pays donnent les moyens suffisants? Est-ce qu'ils donnent les instructions, les bonnes instructions? On a appris tout récemment qu'il y a des réunions, les conclusions des réunions des conseils de sécurité qui fuitent. Pourquoi? Parce que le président de la République dans les conseils de sécurité n'a plus la confiance. C'est ce que j'imagine. Si vous êtes dans une réunion de conseil de sécurité et que les informations de ces conseils de sécurité
arrivent dans les camps de l'ennemi, on peut conclure que ceux avec qui vous vous réunissez ne vous font plus confiance et vous ne pouvez pas les faire confiance. À partir de ce moment, on ne peut pas critiquer l'armée. Il y a déjà des fissures au sommet. Et c'est là le problème. Ça nous dérange parce que les Congolais souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en 1 minute pour terminer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change sur le plan politique, sur le plan social et au front? Il faut que ceux qui dirigent se remettent en question. Parce que tout ce que nous dénonçons, nous les dénonçons en connaissance de cause. On n'invente rien. On n'est pas l'opposition comme l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Non, on ne dit pas de mensonges. On ne dit pas des cadiochas et des bobards. Non, tout ce que nous déclarons, ce sont des faits réels. Et vérifiables? Vérifiables, documentés. Donc, que ceux qui dirigent se remettent en question. Qu'ils arrêtent de maltraiter les Congolais. Qu'ils arrêtent de prendre à la légère les problème des Congolais. On arrive au pouvoir pour améliorer le social de son peuple. Mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas à leur place. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je veux leur dire qu'ils vont comprendre et réaliser et accomplir? Ils n'écoutent personne. Qu'ils se remettent en question, les choses vont avancer. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission. Miguel Mena a tout coordonné. Nous avons eu Pascal Kalamba et Patrick Mungongo du côté de la vidéo. Jacques Nzinga a assuré la prise de son. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. À vous qui nous avez suivis, vous savez, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Dieu nous prêtant vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du débat au féminin. Pour toutes celles qui veulent participer, appelez le 09 97 90 93 22. Bonne suite de programme sur Top Congo FM et à très bientôt. Au revoir. Consultation de la classe politique par Joseph Kabila. Pour quelle finalité? Le leader du FCC est-il en train de fédérer l'opposition congolaise? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.